Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce second épisode de la chaire du Louvre, Homère en philosophe. Et ce second épisode est, encore plus que le premier, j'espère, une performance, c'est-à-dire non pas une lecture, une conférence en forme, mais une performance avec toujours Pierre Giner, le maître des images, qui sera là tout au long, le magicien des images. Et puis, cette fois-ci, je suis particulièrement heureuse d'accueillir deux conservateurs du Louvre, deux personnalités qui appartiennent à d'autres domaines que le mien, pas la philosophie, et qui viennent montrer que cette chaire est vraiment une chaire du Louvre. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir, d'une part, Grégoire Nicollet, qui est docteur chargé des collections au département des Antiquités orientales, et Anne Coulier, qui est conservatrice en chef dans le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, et qui a été mon mentor tout au long de cette chaire. Juste un petit rappel du point où nous en sommes. Il s'agit pour moi, de montrer que l'Odyssée au Louvre, c'est un roman graphique, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir au rapport entre la beauté des images et la beauté des textes. Et c'est ce qu'on va faire vraiment plus encore aujourd'hui, grâce à de nombreuses images que vous verrez, et grâce à des textes qui sont sans images aussi. Donc, Homère en philosophe, au fond, je m'appuie d'abord sur le fait, cette phrase de Nietzsche, qui peut servir de motto à l'ensemble des conférences, Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, est un jugement esthétique. Et Homère en philosophe, mon sous-titre, est là pour dire que j'interroge Homère comme si c'était un philosophe, et je l'interroge avec mes yeux de philosophe, en lui posant la question qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour un grec? Et cette question, je l'instruis à travers des étapes de l'Odyssée, que je prélève dans l'Odyssée, des étapes de l'identité d'Ulysse. La première étape, c'était lundi dernier, c'était la manière dont Ulysse était un mortel. Comment, chez Calypso, il choisissait de risquer, et il refusait l'immortalité que Calypso, la nymphe aux belles boucles, lui proposait pour aller jusqu'aux enfers. Aujourd'hui, la séance porte comme titre « Avoir un nom ». Et nous allons rentrer dans l'antre du Cyclope, Polyphème. Mais avant d'y rentrer, je voudrais qu'on tente de réfléchir sur la manière dont un héros affronte un monstre. Et Ulysse n'est pas le premier des héros à affronter des monstres. C'est pourquoi j'ai demandé à Grégoire Nicollet de bien vouloir nous parler d'un héros avant Ulysse, à savoir Gilgamesh. Donc on va commencer par cette antériorité, cet avant-goût, un avant Ulysse, Gilgamesh. Ensuite, nous travaillerons avec Anne Coulier aux images dans l'antre du Cyclope, voir comment ça se montre. Et puis enfin, je reprendrai la parole pour tenter d'expliquer ce qu'on ne voit pas, ce qui ne se montre pas, et ce qui n'existe qu'à l'intérieur d'un texte. Mais je commence par passer la parole à Grégoire Nicollet, que je remercie vraiment, d'autant plus qu'il a une otite, c'est ça, d'être venu ici. Grégoire. Merci. Cette approche diachronique que nous avons souhaité présenter en préambule à cette séance sur le Cyclope
est né du constat que plusieurs chercheurs ont voulu voir dans certains thèmes développés dans l'Odyssée des emprunts directs à des mythes de l'Orient ancien. Même si ce type d'analyse est à prendre avec précaution, puisque chaque culture a pu développer des thèmes simillénaires de manière indépendante, il nous a semblé intéressant de mettre en évidence quelques motifs communs entre la rencontre d'Ulysse et le cyclope Polyphème et celle de Gilgamesh et le monstre Rumbaba, un épisode de l'épopée de Gilgamesh, la première épopée mise par écrit dans l'histoire de l'humanité. Généralement, dans les mythes, la victoire d'un héros incarne le triomphe du bien sur le mal, de l'ordre sur le chaos, ou encore de la civilisation sur la nature, comme figuré sur ce relief néo-assyrien du palais de Khorsabad, où le héros empoigne un lion, symbole de la nature. Il est donc normal que certains thèmes ou motifs similaires se rencontrent dans différentes cultures. Néanmoins, nous pouvons dégager au niveau du récit quelques parallèles moins généraux entre les deux rencontres, avant d'aborder plus particulièrement l'aspect ou la physionomie du monstre Rumbaba dans l'art de l'antique Mésopotamie. Dans un premier temps, on remarque que les deux héros font une rencontre déterminante avec un monstre géant et que cette rencontre a lieu pratiquement au même moment dans chaque épopée, soit un peu avant la moitié de l'histoire. Livre 9 de l'Odyssée sur 24, selon les reconstructions modernes, et tablette 5 sur 12 pour la version standard du premier millénaire de l'épopée de Gilgamesh, d'où vous voyez ici la tablette 11, qui relate la fameuse histoire du déluge, contée par le sage Utanapishtim, le Noé mésopotamien. Dans chaque épopée, la rencontre est également annoncée longtemps à l'avance. Dans l'épopée de Gilgamesh, la première mention de Rumbaba est faite à la tablette 2, et dans l'Odyssée, le cyclope est déjà mentionné au livre 1. Ce placement permet aussi de développer longuement les conséquences négatives de l'exploit, puisque ces rencontres déterminent la progression des héros pendant une grande partie du reste de leur voyage. Car, même si la victoire des héros sur les monstres leur apporte la célébrité, les monstres, bien que blessés ou mourants, respectivement Polyphème ou Rumbaba, maudissent les héros, ce qui entraîne la colère des dieux spécifiquement liés à ces monstres, Poséidon ou Enlil, la divinité suprême du Panthéon en Mésopotamie. On note également que Rumbaba et Polyphème partagent un milieu naturel similaire. Ils vivent tous les deux dans des régions lointaines et surtout montagneuses, ce qui suggère non seulement leur éloignement du monde des mortels, mais aussi leur proximité verticale avec les dieux. Chaque monstre ou sa demeure est particulièrement associé à des arbres spécifiques, les cèdres pour Rumbaba et les lauriers pour Polyphème. Ici, deux tableaux de la forêt des cèdres se trouvant au mont Liban, la demeure de Rumbaba dans la version acadienne de l'épopée. Ces cèdres du mont Liban étaient aussi une source de bois importante pour les rois mésopotamiens et la construction de leurs palais, comme en témoigne ce relief d'époque néo-assyrienne exposé dans la cour Khorsabad du musée. Le passage de l'épopée où Gilgamesh et son compagnon Enkidu ramènent les cèdres du Liban après avoir tué Rumbaba constitue ainsi d'une certaine manière le mythe étiologique à cette pratique des rois mésopotamiens. Dans les deux récits, les héros utilisent un arbre pour vaincre le monstre, Gilgamesh en coupe un et Ulysse en façonne un déjà coupé. Dans l'Odyssée, Ulysse aveugle ensuite Polyphème, et un épisode de l'épopée de Gilgamesh a aussi été interprété comme étant une forme d'aveuglement. Dans ce passage que vous pouvez lire à l'écran, ce n'est pas Gilgamesh qui aveugle directement le monstre, mais sa divinité protectrice, en l'occurrence le dieu soleil Shamash, qui envoie 13 vents pour faciliter la victoire de son protégé. Shamash a soulevé contre Rumbaba les vents déchaînés, vent du sud, vent du nord, vent d'est, vent d'ouest, rafale, bourrasque, tourbillon, typhon, ouragan, tempête, vent brûlant et vent de glace, tornade. 13 vents se levèrent et la face de Rumbaba s'assombrit. Dans les deux récits, les monstres sont donc poignardés par les héros au moyen de ces arbres. Tout comme la scène de l'aveuglement du cyclope dans l'art grec, comme vous le verrez plus tard avec ma collègue Anne, la mise à mort de Rumbaba a aussi eu un certain succès dans l'art mésopotamien, surtout au début du 2e millénaire avant notre ère. Voici quelques exemples de ces petits reliefs en terre cuite où figure cette mise à mort. Vous voyez maintenant une reproduction de AO 12475 effectuée par Pierre Ginet, ici présent. Cette petite figurine en terre cuite de 4000 ans, exposée à proximité du Code d'Hammurabi, représente Gilgamesh sur la tête coupée de Rumbaba. En effet, après avoir vaincu Rumbaba, Gilgamesh et Enkidu tranchent la tête du monstre et l'emportent avec eux.
Cette tête tranchée va être reproduite de manière très stéréotypée dans l'art mésopotamien durant le 2e millénaire avant notre ère. Les passages du temps ont malheureusement abîmé la surface extrêmement fragile, mais cette figurine et la scène qu'elle représente sont uniques, et aucun équivalent n'a été retrouvé jusqu'à maintenant. C'est surtout sans Gilgamesh que cette tête coupée de Rumbaba connaîtra un grand succès en Mésopotamie, puisqu'elles sont attestées pendant au moins 1500 ans et sur une aire géographique allant de la Syrie à l'Iran en passant par l'Irak. À l'écran, quelques exemples de ces visages grimaçants exposés au Louvre et un au musée de Souleymaniye en Irak. De larges pommettes, un nez bulbeux et 2 boucles de barbe tombant en S caractérisent ces visages que l'on a longtemps surnommés masques de Rumbaba. Le texte de l'épopée indique aussi que les traits de Rumbaba, en particulier ses yeux et son nez, sont d'une taille inhabituelle. Comme dans le cas de l'œil unique du cyclope, le visage de Rumbaba se distingue donc par des caractéristiques inhabituelles. Dans les 2 mythes, les yeux exceptionnellement proéminents des monstres constituent une vulnérabilité, un moyen de les vaincre, que les héros vont exploiter. Ici encore, quelques visages de Rumbaba de taille beaucoup plus petite et montés en pendentifs, qui étaient sans doute portés pour conjurer le mauvais sort. Ces pendentifs ont été retrouvés lors des fouilles de l'antique ville de Suse en Iran, ce qui témoigne de la large diffusion de ces têtes de Rumbaba déjà au début du 2e millénaire avant notre ère. À côté de ces représentations, il existe un second type de visage de Rumbaba qui connaît aussi un certain succès, et aussi auprès de Barbara. Oui, je trouve ça magnifique. C'est une tête d'intestin. Les traits du visage sont figurés au moyen de bourrelets d'argile serrés. Les yeux sont ici plus grands et le nez est cette fois plat. Ces bourrelets serrés sont en effet des intestins. Les devins mésopotamiens pratiquaient l'extispicine, soit la lecture de l'avenir dans les viscères d'agneaux sacrifiés, foie et intestins, ainsi que dans une moindre mesure poumons et vésicules biliaires. Les 2 tablettes présentées maintenant servaient comme matériel pédagogique pour les apprentis devins afin de leur enseigner la lecture des présages apparaissant dans les intestins. Et au revers du visage précédent est rédigé le présage suivant. Shumma tiranu resh, ruwawa shakin amut, sharukin shamatata, ibelu. Si les intestins ressemblent à la tête de Rumbaba, c'est un présage de Sargon qui a régné sur le pays. Ce présage est devenu célèbre et se retrouve également dans d'autres contextes. Dans notre cas, il témoigne que le visage de Rumbaba pouvait entre autres se manifester lors de l'examen des intestins d'un animal sacrifié par un devin. Les devins mésopotamiens semblent avoir interprété ce présage comme annonçant le succès d'un usurpateur, donc un signe plutôt de mauvais augure. Ce présage au dos de cette plaquette de terre cuite rend surtout explicite le lien visuel établi par le présage entre les entrailles et le visage de Rumbaba, figuré au moyen de ces bourrelets d'argile. À côté de ces visages de Rumbaba, il existe aussi quelques très rares représentations de monstres ne possédant qu'un seul œil en Mésopotamie. La plus célèbre d'entre elles est ce relief retrouvé dans le temple du dieu Lune à Rafadjeh, dans la vallée de la Djala au nord de Bagdad. D'après des recherches récentes, cette scène représenterait le dieu des enfers Nergal, qui tue un démon au nom d'Igitalu en akkadien. Ce terme akkadien provient du sumérien Igidili, soit littéralement un seul œil. Pour certains chercheurs, ce démon babylonien pourrait donc être l'ancêtre du cyclope grec, dont Barbara et Anne vont maintenant vous parler plus en détail. Merci. Donc vous voyez la manière dont on fait une habile transition avec les monstres akkadiens et le cyclope. Et on vous propose quelques images à travers le Louvre et à travers les époques pour exploiter ce cyclope. Là, le masque acrotère d'orange. Ensuite, une étude de Tischbein. En fait, si vous voulez, on vous montre ça parce que c'est beau. Et parce que si on avait à faire une BD cyclope, il y aurait ça. Là, c'est le polype cyclope. Là, on travaille avec Odilon Redon, les origines, et encore 2 autres d'Odilon Redon.
Voilà. Voilà, l'œil qui s'envole. L'œil comme un ballon bizarre qui se dirige vers l'infini. Bon, c'était une manière, si vous voulez, de mettre en scène le cyclope avant et après le cyclope, et le cyclope dont va nous parler maintenant, pour de bon, et pour de bon, avec des images pour de bon, de la galerie Campana surtout, mais pas seulement, Anne Coulier. Alors la rencontre d'Ulysse et de Polyphème est un des thèmes les plus populaires de l'Odyssée. Cet épisode que les rhapsodes, les conteurs, pouvaient aisément isoler au cours d'une récitation, contient des ingrédients traditionnels du conte, tels la figure de l'ogre, mais un ogre doté d'un œil spécifique qui le définit, puisque cyclope veut dire en grec œil rond. Le succès du mythe s'explique aussi parce qu'il véhicule des valeurs très grecques. C'est un mythe qui aborde en négatif le thème de l'hospitalité. Au lieu d'offrir le gîte et le couvert, le cyclope enferme ses hôtes dans sa caverne. Au lieu de les nourrir, ils sont nourris. Et la scène d'hospitalité attendue bascule dans une scène de cannibalisme. Et vous voyez à l'écran donc ces membres dépecés d'un compagnon d'Ulysse dans les mains donc du cyclope. Figure de la transgression, Polyphème pervertit les pratiques conviviales et codifiées du banquet. Loin des valeurs du partage, il boit le vin seul, il le boit en quantité et pur, non coupé d'eau, donc contrairement aux règles policées du bien boire en Grèce antique. Parmi les images indiscutablement odysséennes peintes sur les vases, l'histoire de Polyphème est la plus ancienne du répertoire. Les premières représentations commencent au 7e siècle et privilégient deux thèmes, mettant chacun en scène la métisse, la ruse d'Ulysse. L'aveuglement de Polyphème, préalablement enivré, et la fuite d'Ulysse et ses compagnons hors de la grotte, cachés sous les béliers. Ces images en train de naître, qui restent très rares au 7e siècle, se déploient essentiellement sur la vaisselle de banquet, un support parfaitement adapté à la mise en abîme d'une histoire où le vin est l'un des nœuds du récit. Le mythe connaît un vif succès tout au long de l'archaïsme, jusqu'au début, donc tout au long du VIe siècle et jusqu'au début du Ve siècle, succès qui s'estompe ensuite quand le thème de l'affrontement du monstre et du héros cesse d'être à la mode. Autre singularité, la large diffusion géographique du mythe, comme les navigations odysséennes qui ont quadrillé tout l'espace méditerranéen, l'aveuglement de Polyphème est un thème qui se diffuse dans de nombreux foyers créateurs. À Athènes, bien sûr, mais aussi à Argos, dans le Péloponnèse, en Laconie, donc c'est la région de Sparte, à Corinthe, et aussi en Italie, dans la cité étrusque de Cerveteri, où ont œuvré des artisans grecs qui s'y sont installés. On trouve aussi la région de Rhégion, une colonie grecque. À l'inverse, la fuite d'Ulysse et de ses compagnons hors de la caverne n'est guère mise en image en dehors d'Athènes. Le thème, qui apparaît au 7e siècle, se rencontre surtout au 6e siècle et au début du 5e. Un très beau fragment attribué à Cléitias, le peintre du vase François, ce joyau de l'art grec, ce fragment fait l'effet d'une devinette, vite résolue grâce à la présence d'une inscription « Ô Luteus, Ulysse », selon la prononciation attique. Le peintre innove en traitant la pilosité du monstre
qu'il rapproche donc de la laine de ses moutons. C'est un élément qui l'animalise. Et en soignant le thème de la cécité, avec ses gestes expressifs des mains tâtonnantes. Dans l'essentiel des cas, le thème, très populaire, constitue un répertoire d'ateliers et donne lieu à des productions en série qui se retrouvent chez certains peintres et sur des formes spécifiques. Une série de coupes où le motif est réduit à sa plus simple expression, un homme attaché sous un bélier. Voici d'autres coupes, cette fois-ci du peintre de Nicosténès ou de son cercle, des cratères à colonnettes du peintre de Sappho, qui montrent la reprise d'un motif, d'un schéma et sa déclinaison. La présence ou non de polyphème, celle de l'arbre, qui renvoie à un espace extérieur, hors de la grotte, le glaive, parfois brandi par Ulysse, et l'introduction sur le cratère de droite du motif des grands yeux. Un motif associé très souvent au vase du symposium pour son caractère hypnotique, mais qui ici, bien sûr, vu l'importance du thème de l'œil dont le mythe prend un sens tout particulier. Voici une sélection d'oinokoé, des vases à verser le vin, issus d'un même atelier. Le succès du thème est tel qu'on le retrouve aussi sur les vases à parfum, comme en témoigne cette impressionnante série de lécites qui sont contemporains des oinokoé. Bien souvent, rien ne permet de distinguer Ulysse de ses compagnons, cachés sous les béliers. Mais la rotondité du vase que l'on fait tourner dans sa main, pour lire le décor, permet d'évoquer de façon dynamique le défilé des hommes et leur fuite. Les images s'animent sur des vases faits pour être manipulés et commentés. Après ce détour par l'univers des séries, revenons au premier thème, l'aveuglement de Polyphème. Le corpus présente toujours un collectif d'hommes armés d'un pieu, en plein élan. L'assaut est en général lancé vers la droite, un principe de composition auquel déroge toutefois le cratère d'Argos à droite. La présence d'un vase à boire est fréquente. Parmi les variantes, on relève par exemple le cri de Polyphème, dont la bouche est largement ouverte à gauche, ou encore la notation du sang qui jaillit de l'œil blessé à droite. L'œuvre aujourd'hui en scène, et que vous pourrez revoir dans la salle d'introduction de la galerie Campana, dans une vitrine sur les mythes et sur l'Odyssée, cette œuvre date, comme les séries au bélier, de la fin de l'archaïsme. Tout en s'inscrivant dans une tradition prestigieuse, le peintre continue à explorer d'autres dimensions de l'image. Ulysse et un compagnon armé d'un pieu s'apprêtent à l'enfoncer dans l'œil du cyclope, d'une taille gigantesque, appuyé contre un rocher rehaussé de blanc et armé d'un grand bâton. Les hommes sont vêtus, Polyphème est nu. L'originalité du vase réside dans la démultiplication des séquences narratives. À gauche, dans la scène, à gauche de la scène figure le brasier, dans lequel Ulysse vient durcir la pointe de son pieu, l'arme fatale. Il renvoie à une séquence narrative antérieure, et le choix d'une composition où les personnages se tournent le dos insiste sur la juxtaposition de différents temps du récit à l'intérieur d'une image synoptique qui rompt radicalement avec l'unité d'action. L'image étant là pour susciter le récit et ses différentes séquences. Autre originalité, pour la première fois, le dessin particulier de l'œil fermé insiste sur le fait que le monstre est endormi. Un détail de ce vase a été discuté. Le pieu ne semble pas dirigé vers l'œil, comme c'est le cas sur
d'autres exemples, par exemple cet amphore de Région. Sur la céramique, le détail pourtant fondamental de l'œil unique et rond est rarement mis en image. Les conventions de la représentation, qui montrent à l'époque archaïque un œil de face dans un visage de profil, escamotent bien sûr la question. Et quand la tête de Polyphème est présentée de face, l'œil est rarement rond et jamais unique. Sur le cratère de Métaponte, plus récent, le cyclope a 3 yeux et le plus important, situé à la place du 3e œil, occupe l'essentiel du front. Sur un vase attribué au peintre de Thésée, l'auteur de l'œuvre en scène, pour la première fois et de façon indiscutable, le visage du cyclope présente 2 yeux et l'œil crevé est bien celui de droite. Ce vase est un jalon pour relire des images plus anciennes, par exemple la coupe du cabinet des médailles que l'on a déjà vue, où là on voit donc que le peintre, sans se soucier de la logique narrative, peut introduire un jeu entre l'œil qu'on voit et l'œil qui voit, celui vers lequel est dirigé le pieu. Pour finir sur la plasticité des mythes dans une culture largement orale et sur la part de liberté et d'inventivité des peintres, je reviendrai sur ce dernier vase, le cratère d'Aristonophos. Le peintre affiche, à travers certains détails, sa fidélité au récit homérique. Les assaillants sont au nombre de 5, comme chez Homère. Et on relève donc la présence sur la diapo suivante, à droite de l'image, de ce détail unique chez les vases, mais qui est bien mentionné chez Homère, la présence de ces clés à fromage, puisque Polyphème est un berger. Cependant, le peintre innove en abordant, et cette fois-ci de façon très originale, le thème de la nomination. L'inscription rétrograde, qui se lit de droite à gauche, correspond à la signature du potier, dont le nom, Aristonophos, est peint à l'horizontale. Curieusement, la signature se poursuit à la verticale, avec le verbe epoisen, curieusement orthographié, mais qui signifie « a fait ». Cette disposition curieuse introduit un jeu entre Aristonophos, le peintre potier qui se nomme, et Ulysse, celui qui justement ne se nomme pas devant le cyclope. Certains peintres ont pris en charge le caractère sonore des images autour de l'aveuglement de Polyphème, et on l'a vu à travers le cri du cyclope. Mais comment mettre en image l'anonymat d'Ulysse ? Cet élément fondamental du récit ne relève pas de l'image, mais bien du jeu de mots et des ruses du langage qui sont au cœur du propos. Qui sont mon travail. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a des choses qu'on voit tout le temps, il y a des choses qu'on voit beaucoup, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas montrer. Et ces choses qu'on ne peut pas montrer, ce sont des choses du texte ou de l'ouïe, mais ce sont des choses que j'appellerais du signifiant. Ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est après cette signature du peintre, justement, l'absence de nom d'Ulysse, la manière dont il acquiert un nom, dont il dit son nom, et dont il le cache et dont il le dit. Autrement dit, vraiment, son rapport à l'identité. Son rapport à l'identité, c'est, je crois, pour la première fois dans les textes grecs, le rapport au son des mots, au signifiant, et le jeu sur le signifiant. Alors, j'ai appelé ça outis, metis, le signifiant. Je suis un peu en retard.
Et je voudrais d'abord expliquer, très bêtement, très simplement, ce que veut dire signifiant. Vous savez sûrement tous, mais disons les choses disons les choses simplement. Un signe, depuis Saussure, on imagine qu'il y a, comme un recto et un verso, un signifiant et un signifié. Recto verso d'une feuille de papier indissoluble, inséparable. Le signifiant, c'est soit le son, la matérialité, le son ou la lettre. Et le signifié, c'est le concept. Mais c'est vrai depuis Aristote, même si les choses ne sont pas tout à fait nommées comme ça. Et en dehors du signe, il y a ce vers quoi le signe fait signe, autrement dit le référent. Donc, comme dit Aristote, c'est quand même plus facile de dire éléphant que d'apporter un éléphant sur la table. Donc voilà, c'est à ça que sert le signe. Eh bien, je crois que pour la première fois dans l'épisode du Cyclope, il y a un jeu de mots au sens normal du terme, au sens qui va jusqu'à Freud, jusqu'au mot d'esprit. Un jeu de mots qui en dit très long sur Ulysse et sur le signifiant. Peut-être, d'abord, permettez-moi de réfléchir un tout petit peu avec vous sur l'importance du signifiant dans les noms propres. Pour comprendre la force du signifiant dans le monde grec, il suffit de faire attention à ce qu'on appelle l'éponymie, ep onumos, ce qui suit, ce qui est avec, ce qui précède et ce qui suit le nom. L'éponymie. L'éponymie, il y a des livres entiers qui en traitent. Par exemple, le Cratyle de Platon, mais aussi, bien plus tardif, des traités sur les noms. Je voudrais simplement en esquisser quelques traces par rapport à l'Odyssée. D'abord Homère. Qu'est-ce que c'est que ça, Homère? Ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire trop de choses. Homère, c'est celui qui ajuste, Ararisco, l'assembleur. Homère, qui, je vous le rappelle, est un jugement esthétique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poète, Homère, mais il y a une tradition culturelle à laquelle on a donné le nom d'Homère, une tradition orale à laquelle qu'on a convenu d'appeler Homère et qu'on a fixé. Donc Homère, c'est celui qui ajuste, l'assembleur. Mais Homère, c'est aussi celui qui vient avec. Erkomai, homu, celui qui, on traduit par l'otage, celui qui vient avec. Et puis, c'est celui qui vient en compagnie de son guide parce qu'il est aveugle. L'aveugle, mais orone, celui qui ne voit pas. Donc Homère, c'est l'assembleur, c'est l'otage, c'est l'aveugle. Bref, c'est un signifiant flottant. C'est quelque chose qui peut tout dire et qui a une multiplicité de sens qu'on peut accrocher à plusieurs signifiés. Ulysse, qu'est-ce que c'est que Ulysse? Ulysse Odysseus. C'est un très vilain nom. Odysseus, ça veut dire enfant de la haine. On oublie ça. Mais au chant 19, il y a le récit de la nomination d'Ulysse. Ulysse est sur les genoux de sa nourrice et son grand-père, le père de sa mère, arrive. Il s'appelle Autolycos. C'est un forban, c'est un grand voleur et un parjure. Mais il est aimé d'Hermès, qui est lui-même le dieu des voleurs. Et donc il arrive et la nourrice dit puisque tu es là, que tu viens voir le petit, donne-lui un nom. Il dit très bien, mon gendre, là je cite, mon gendre et toi ma fille, donnez-lui le nom que je vais vous dire. Moi, j'arrive, ulcéré, irrité, Odyssaménos, par beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre qui nourrit les hommes. Partout où je suis passé,
eh bien, appelez-le Odysseus, qu'Ulysse soit son nom. Ulcéré, irrité, le fâché. Ulysse le fâché. Et puis il poursuit, mais quand il sera grand, qu'il vienne me voir et je lui donnerai beaucoup de trésors et il s'en repartira content. Alors là, vous voyez, les éditeurs et les traducteurs commencent à s'inquiéter. Et Bérard, le grand Bérard, vraiment, qui a essayé de suivre Ulysse à la trace, de suivre la navigation d'Ulysse, le grand Bérard dit non, mais quand même, peut-être, Homère n'a pas dit ça. C'est un passage interpolé. Vous vous souvenez, enfin, ceux qui étaient là à la première séance savent que Lucien a rencontré Homère aux enfers et que Homère lui a dit « Tout ce qu'on a enlevé, c'est de moi ». Donc, Bérard dit « Ce passage est interpolé ». Jacotet, qui est plus moderne, dit « On peut supposer qu'à l'époque d'Homère, les étymologies n'étaient plus qu'un jeu. Donc on peut s'en débarrasser, on peut mettre une petite note et puis dire « Bon, n'y croyez pas ». Mais moi je crois que le divin Ulysse, justement, Dios Odysseus, Polytropos, celui aux 1000 tours, il est irrité, il est fâché. Et je pense que on est fâché contre lui et il est fâché contre d'autres. Ce qui se passe avec les éponymies, c'est que toujours l'actif et le passif se chevauchent. Polyphème, le cyclope, il s'appelle Polyphème. C'est un nom extraordinaire, c'est un très beau nom. Pollu, beaucoup, comme Polytropos, beaucoup de tours pour Ulysse. Pollu, et puis phème, phémi, dire, fausse, mortelle, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est à la fois celui qui dit et celui qui voit le jour, la lumière et le dire. Eh bien, Polyphème, il parle beaucoup, ou il est beaucoup lié à la parole. Il a beaucoup à faire avec les mots. Et justement, Ulysse lui donne beaucoup à faire avec les mots. Et j'ai du mal à quitter les éponymies sans vous parler de celle d'Hélène. Hélène, c'est celle qui prend et celle qui est prise. Vous savez bien que Hélène est la cause de la guerre de Troie, celle qui a suivi son amant et qui a été enlevée ou qui l'a suivi. Enfin, de toute façon, Hélène s'est fait tout le temps enlever. Elle a été enlevée par Thésée, elle a été enlevée par Paris, ensuite elle sera enlevée par un marin, enfin bon, peu importe. Elle est tout le temps enlevée et elle enlève tout le temps tous les hommes. Et là, vous entendez ce que c'est qu'une éponymie. Je voudrais vous le faire entendre dans toute sa beauté, en vous lisant quelques vers d'Échille dans l'Agamemnon, qui parle de ce que c'est que l'éponymie et ce que c'est que d'être étymos, d'avoir la bonne étymologie. Je lis. Qui a bien pu donner ce nom authentique de part en part, estopan et étumos, sinon quelqu'un que nous ne voyons pas, qui, connaissant d'avance les marques du sort, règle la langue droit au but, la mariée dans les lances, la disputée, Hélène, n'est-ce pas en Hélène que, preneuse de navires, preneuse d'hommes, preneuse de villes, Hélénas, Hélandros et Leptolis, quittant le secret de voile magnifique, elle s'enfuit sur la mer au souffle léger d'un zéphyr géant. Cette très belle traduction est due à Pierre de Lacombe. Bon, vous passez par Ronsard, et puis vous arrivez à Ezra Pound, dans le canto 2, et la vague se rue dans le sillon de la plage, Éléonore, Hélénos et Leptolis. Et le pauvre vieil Homère, aveugle comme une chauve-souris, oreille pour la houle de mer, murmure des vieux hommes qu'elle retourne au bateau. C'est pour vous dire que le signifiant, ça compte. Et ça compte déjà et d'abord dans le nom qu'on porte. Alors, je voudrais maintenant en venir à Outis et Métis, c'est-à-dire à la manière dont Ulysse joue, en faisant un mot d'esprit, mais un jeu de mots, sur son identité. Lorsque Ulysse est dans l'antre du Cyclope, le Cyclope lui demande comment il s'appelle. On demande toujours ça à ceux qui arrivent. C'est même
hospitalier de demander ça. Mais qui es-tu? Nomme-toi. Et Ulysse lui dit « Outis gemoi gonoma, outin deme qui klescoussi, meter et des pater, et d'aloi pantes et tairoi, personne est mon nom, Outis. » Outis que vous voyez en gras. Personne est mon nom. Personne, ainsi que m'appelle, et ma mère, et mon père, et tous mes compagnons. Ça va jusqu'au western spaghetti, hein, mon nom est personne. Ben, voilà. Mon nom est personne. Et quand il dit cela à Poséidon, à Polyphème, je ne crois pas qu'il sache exactement ce qui va se passer. Mais il se trouve que ça lui sert incroyablement. On aveugle Polyphème, vous avez vu, on chauffe le pieu, on l'enfonce dans l'œil, et puis Polyphème aveugle ne peut plus... Enfin, les compagnons et Ulysse ne pouvaient pas sortir parce que le rocher était trop lourd pour eux. Il fallait Polyphème pour le bouger, ce rocher. Et donc, le rocher qui bouchait la grotte. Et donc, Polyphème enlève le rocher pour laisser sortir son troupeau, car c'est un berger. Bon. Donc il laisse sortir son troupeau, même aveugle, et il tâte ses moutons, ses brebis, mais il ne tâte pas dessous. Et les hommes, les compagnons d'Ulysse et Ulysse, vous les avez vus sur les vases, sortent dessous. Ça sert à Ulysse pour échapper au danger que représente tout le peuple des Cyclopes, les compagnons de Polyphème. Il y a plusieurs Cyclopes. Et Polyphème hurle. Il appelle les Cyclopes. Les Cyclopes répondent. Mais pourquoi ces cris d'accablement? Je traduis un peu vite. Hein. Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Est-ce que quelqu'un, des mortels, vient prendre malgré toi ton troupeau? Est-ce que quelqu'un te tue par ruse ou par force? Eh bien, est-ce que quelqu'un, ça se dit mais tis brotone. Se peut-il, est-ce que, mais, ne pas tis, quelqu'un, brotone parmi les mortels? Mais tis brotone. Est-ce que quelqu'un te tue par ruse ou par force? Mais tis te tue par ruse ou par force. Retenez, entendez, métis. Et du fond de la caverne, le puissant Polyphème répond « Ami, personne, Outis, me tue, par ruse et non par force. » Les Cyclopes répondent « Si personne te tue, hein. Si personne ne te fait violence, c'est une maladie qui te vient de Zeus, t'es un peu fou, on n'y peut rien. Implore Poséidon, ton père, et va te coucher. » Bon. Là, vous avez toute une scène qui ne fonctionne qu'à cause du signifiant. Le signifiant métis, pas quelqu'un. Le signifiant outis, personne. En français, ça ne marcherait pas. C'est très intéressant, parce que personne me tue, ce n'est pas du français. Ou alors, c'est un nom propre. En français, Lacan fait tout un truc là-dessus, sur le nœud explétif. En français, il faut dire « personne ne me tue » si personne me tue. Mais si je dis « personne me tue », c'est personne qui me tue. Mais personne ne me tue, bon, il n'y a personne qui me tue. Là, on ne sait pas comment traduire, vous voyez bien, puisque le nœud explétif, ça n'existe absolument pas en grec. Donc, on traduit « personne me tue » par ruse et non par force. Et quand Ulysse s'éloigne, quand il est sorti sous le bélier, il dit « Mon cœur riait. C'est mon nom qui les avait trompés et mon irréprochable prudence. » Alors là, c'est intraduisible. Vous entendez bien que c'est intraduisible parce que si je dis ça, on ne comprend rien. On ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans. Ce qu'il y a de drôle, Émon et Gélassé, il rit son cœur. Hein, c'est pour de bon, c'est bien traduit. Mon cœur riait, rigolait. Parce que exapatesen
les avait enduits d'erreur, les avait complètement trompés. Emon onoma, mon nom. Kai metis amumone, et mon irréprochable prudence, sagacité, esprit, intelligence. Métis. Je vous explique comment ça se passe en grec. En grec, outis, personne, c'est composé de ou, non, ne pas. C'est la négation de fait, ça veut dire qu'il y a personne. Tis, quelqu'un. Outis, personne. Il n'y a personne. Et métis, c'est composé aussi de la négation et d'une autre négation. La négation de droit, on appelle ça négation de droit, enfin c'est la négation qui dit surtout pas. Pas possible que. Interdiction que. Mais c'est l'autre négation, mais qui interdit. Et tis, c'est toujours quelqu'un. Donc, outis, métis, c'est fait pareil, avec une négation et ensuite quelqu'un, sauf que le deuxième, métis, quand vous l'accentuez autrement, comme ça, mais vous savez, les accents, c'est quelque chose qui a été mis très, très, très tardivement, ça n'a rien à voir avec le grec d'origine. Métis, ça veut dire la sagesse, la prudence, la ruse. Et donc, le rapport entre outis et métis, c'est ça qui fait rire Ulysse. Alors, qui est Métis ? Métis, il faut quand même dire que Métis existe. Vous la voyez là, accroupie sous le siège de Zeus. C'est la naissance d'Athéna. Athéna, elle est sortie toute armée de la tête de Zeus. Pourquoi ? Parce que Zeus a avalé Métis, sa femme, sa deuxième femme. Il l'a avalée parce que c'était plus sûr, comme ça elle ne lui fera pas d'autres enfants, d'autres garçons qui pourraient le détrôner. Athéna, elle sort toute armée de la tête de Zeus, qui a, en somme, qui accouche par la tête, au lieu que ce soit Métis qui accouche d'Athéna, c'est Zeus qui accouche d'Athéna. Et Athéna, c'est la déesse de la Métis. C'est d'ailleurs la protectrice d'Ulysse. Ulysse est aux hommes ce que Athéna est aux dieux. Vous savez, la doublure de rêve que sont les Olympiens par rapport aux hommes, aux mortels. C'est Ulysse, c'est Nietzsche qui parle de doublure de rêve. Donc, voilà le premier jeu de mots. Donc, Métis est là-dessous. C'est elle qui concocte tout. Et Ulysse se réjouit que sa métisse ait réussi, par ce jeu de mots outis-métis, à berner le cyclope jusqu'au bout. Il y a un très beau livre, celui de Vernon, celui d'Étienne et de Vernon, Les ruses de l'intelligence ou la métisse des Grecs, où on voit que la métisse, c'est par excellence le poulpe, qui c'est Polytropos, qui prend plein de formes, comme Ulysse. Et c'est aussi le renard, et c'est aussi les sophistes. Donc voilà grâce à quoi Ulysse réussit à se sortir de ce dont on ne peut pas se sortir. C'est à ça que sert la métisse. La métisse, elle définit l'homme comme, on verra ensuite, enfin comme on peut le voir dans le chœur de Sophocle, l'homme comme un pantoporos, aporos. Aporos, aporos, on ne passe pas. Pantoporos, il passe partout. L'homme passe partout sans jamais passer. Là où on ne passe pas, il passe quand même. Et ça, c'est ce que fait Ulysse, le polytrope, le rusé, l'avisé, le fâché, l'ingénieux, selon la manière dont on le traduit. J'aurais pu vous donner toutes les traductions qui tournent autour de cette phrase « Mon cœur riait, c'est mon nom qui les avait trompés,
et mon irréprochable métis. C'est mon nom d'Outis et mon irréprochable métis. Personne ne sait le traduire, évidemment, puisqu'on ne peut pas. Outis n'est pas dans cette phrase, il y a simplement métis. Alors Bérard dit « C'est mon nom de personne et mon Père Saint-Esprit qui l'avait abusé ». Jacques Ottet dit « Mon âme riait de les voir abusés par mon nom et ma personne ». Mais chacun rajoute ce qu'il faut pour qu'on comprenne le jeu de mots. Lascaux dit, Emmanuel Lascaux, que vous entendrez avec les sirènes, que vous entendrez comme Aède, qui a traduit aussi l'Odyssée, dit ah, mon cœur n'en peut plus de joie, je l'ai eu, pas vrai, avec mon nom et mon astuce, malin comme personne, hein bon. Bref, on ne rend pas un jeu de mots, on l'entend. Et on ne le figure pas, on l'entend. Je termine avec ce qui finit par arriver quand même, c'est que Ulysse se nomme. Ulysse, quand il part avec ses compagnons en bateau, il s'échappe de l'île du Cyclope, il s'éloigne et il ne peut pas s'en empêcher. Ulysse le fâché, Ulysse l'irrité, il ne peut pas s'en empêcher, il lui dit « Hé, Cyclope, si quelqu'un des mortels te demande qui éradiqua ton œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est Ulysse, le briseur de ville, le fils de Laërte, qui a sa maison dans Ithaque. » Moyennant quoi, maintenant qu'il s'est nommé, maintenant qu'il a un nom, non plus Outis ni Métis, mais Ulysse, eh bien, il peut être maudit efficacement par le Cyclope. Et le Cyclope, en effet, fait une malédiction efficace. Il invoque son père Poséidon, le dieu des mers, et Poséidon ne lâchera plus Ulysse. Il va l'empêcher autant qu'il pourra de rentrer à Ithaque. La première scène que j'évoquais chez Calypso, la scène de lundi, eh bien, il fallait que Poséidon ait le dos tourné, qu'il soit parti chez les nègres, parce qu'on lui offrait des sacrifices. Eh bien, il faut qu'il ait le dos tourné pour que Athéna puisse dire à Zeus « Mon père, maintenant c'est le moment de laisser partir Ulysse. Peux-tu aller demander à Calypso de le laisser partir ?» Il est resté 7 ans chez Calypso, il est parti 10 ans à la guerre, donc 17 ans, et puis il va quand même finir par rentrer. Ulysse, le fils de Laërte, qui a sa maison dans Ithaque. Ce que je veux dire, et je termine là-dessus, c'est que ce jeu sur la négation, c'est un sport national de la philosophie grecque. Gorgias, par exemple, écrit un traité du non-être, mais c'est un sport national de jouer là-dessus, et sur la manière dont les mots s'entendent et se coupent. J'oubliais de dire que, au sein même de l'Odyssée, là, le Cyclope, lui, il rentre dans ce jeu en disant que, après qu'Ulysse se soit nommé, il se dit à lui-même « Ah, j'étais prévenu que je serais aveuglé par les mains d'Ulysse, mais j'attendais un mortel grand et beau, revêtu d'une force superbe, mais c'est un gueux, un rien du tout, un freluquet qui m'a crevé l'œil quand le vin m'a dompté. » Et vous savez comment ça se dit, freluquet? Ça se dit « outil Danos ». Outil, rien, personne, Danos, encore moins que rien. C'est un moins que rien qui m'a eu. Donc voilà, c'est à travers tous ces jeux sur le signifiant qui se terminent en grec et en philosophie grecque encore plus violemment, c'est-à-dire qu'on invente Démocrite, que Lacan connaissait bien et qu'il est l'un des seuls à avoir vraiment compris. Démocrite invente un mot pire que tout ça, un signifiant pire que tout ça, parce que ça ne peut être que du signifiant. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe pas du tout. Ouden, rien, comme oudeis, personne, oudhen, même pas un, rien, c'est un mot grec, ouden, rien. Eh bien, Démocrite dit que ce qu'il y a,
ce qu'il y a, c'est den. Il fait une fausse coupe. Ça n'est pas ou des hen, mais c'est den. Il coupe mal le mot, c'est pas comme ça que ça peut se couper. Et donc, il invente un mot qui n'est rien, qu'un pur signifiant, c'était moins que rien. C'est pour vous dire jusqu'où va le sport grec avec la négation, l'invention terminologique et le signifiant. Voilà. Eh bien, Ulysse est maudit efficacement et le Cyclope lui envoie un rocher qui tombe très peu loin de son navire. Et j'ai beaucoup cité Lacan, Freud, avec le mot d'esprit, avec le signifiant. Lacan est le seul à dire que den, c'est un passager clandestin de notre ontologie, un passager clandestin qui fait notre destin. Eh bien, Lacan, je voudrais terminer sur cette phrase. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. Métis. Métis. Personne, absolument pas quelqu'un, mais la ruse intelligente d'Ulysse. Voilà, merci.